Après avoir décidé qu'il est approprié de commencer un traitement médicamenteux pour le TDAH, la prochaine décision évidente est de savoir par quel médicament commencer. Dans cette vidéo, nous allons discuter comment décider quel médicament doit être choisi en premier et comment les médecins et les patients peuvent gérer ce choix. Ensuite, nous réfléchirons à comment mesurer l'effet obtenu et à comment optimiser le traitement. Toutes les données s'accordent à dire que les stimulants constituent généralement le premier choix de médicament pour le TDAH. C'est ce que confirment toutes les guidelines fondées sur des preuves scientifiques. Le choix du stimulant par lequel commencer est cependant moins évident, les différentes guidelines abordant cette question sous des angles différents. À mon avis, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix et vos décisions seront basées sur une série de facteurs. Ces facteurs comprennent notamment les preuves de l'équilibre entre l'efficacité et la tolérance provenant de larges méta-analyses, la disponibilité de différents médicaments dans différents pays, les réglementations locales en matière de prescription et les préférences personnelles du médecin et du patient. Bien que la méta-analyse de Cortez et de ses collègues, à laquelle j'ai également participé, ait conclu que le méthylphénidate serait le traitement de premier choix pour les enfants et les adolescents et que la lisdexamfétamine serait le premier traitement pour les adultes, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une recommandation particulièrement forte. En effet, plusieurs guidelines, y compris les guidelines australiennes qui viennent d'être achevées, ne donnent pas la priorité à un stimulant par rapport à un autre. Malgré l'absence d'une véritable étude comparative, les données disponibles suggèrent qu'environ 7 personnes sur 10 avec un TDAH répondent bien au méthylphénidate et 7 sur 10 répondent bien à l'amphétamine. Certaines répondent aussi bien aux deux, et d'autres répondent mieux à l'un qu'à l'autre, et finalement, certains répondent à aucun des deux. Dans l'ensemble, 90 à 95% des personnes réagissent bien à au moins un stimulant. Ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il n'existe pas d'indicateur clair au niveau de chaque patient pour déterminer le stimulant auquel il répondra le mieux. D'après mon expérience, il est important de le signaler aux patients avant de commencer le traitement. Certains patients me disent que leur médecin leur a suggéré que, d'après son expérience, un stimulant particulier est le meilleur pour des personnes comme eux. Ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves scientifiques et peuvent entraîner des difficultés. En effet, imaginons que le patient ne réagisse pas particulièrement bien au premier stimulant. Vous voudrez alors essayer un autre. Votre patient pourrait bien revenir et vous reprocher « Vous m'avez dit que le premier était le meilleur, pourquoi voudrais-je maintenant essayer le second ?» À mon avis, il vaut mieux être honnête et dire que nous ne pouvons pas dire quel sera le meilleur médicament et expliquer clairement que si le premier médicament ne fonctionne pas, il ne faut pas s'inquiéter car nous en avons un autre qui est tout aussi bon et que nous pouvons changer. Il existe quelques situations où l'on peut choisir de commencer le traitement avec un non-stimulant. Pour moi, la plus courante est celle où il existe un risque important d'abus de substances, en particulier s'il s'agit de substances stimulantes, telles que la cocaïne ou la méthamphétamine. Un autre cas est celui d'un trouble bipolaire ou d'une psychose actuelle ou récente. Certains choisissent d'éviter les stimulants en cas d'antécédent de tic, bien qu'il ne s'agisse pas d'une contre-indication absolue. Dans le passé, les gens hésitaient à commencer à prendre des stimulants en cas de troubles anxieux coexistants.
Mais il est désormais reconnu que cela n'est pas nécessaire, car la réponse dans ce groupe est similaire à celle observée en l'absence d'anxiété. Plus que le choix du stimulant, c'est la manière dont le médicament est titré qui est importante. Il existe plusieurs approches de titrage. En général, il est conseillé aux cliniciens de commencer par une dose faible et d'augmenter progressivement. Ce conseil peut toutefois être pris trop au pied de la lettre et j'ajoute souvent « mais pas trop lentement » pour éviter une titration incomplète qui n'optimiserait pas les résultats. Ma propre approche consiste à viser une réponse maximale à une dose minimale avec le moins d'effets secondaires possible. Bien que la plupart des guidelines recommandent le titrage, peu d'entre elles, voire aucune, n'expliquent en détail comment procéder. Des études, telles que l'étude sur le traitement multimodal du TDAH, étude MTA, ont montré qu'il est possible de titrer en toute sécurité sur une gamme complète de doses assez rapidement. En effet, l'étude MTA a utilisé une gamme complète de doses jusqu'à 20 mg de méthylphénidate 3 fois par jour sur une période de 4 semaines avec des doses différentes chaque jour dans un ordre pseudo-aléatoire. Il est clair que cela n'est pas pratique dans nos contextes réels, mais avec les médicaments stimulants, une titration complète sur une gamme de doses similaires peut généralement être réalisée entre 4 et 8 semaines en fonction de l'emploi du temps des cliniciens et de la disponibilité des patients. Dans nos cliniques, nous avons adopté une approche structurée de la titration où la réponse à chaque dose est mesurée à chaque rendez-vous à l'aide d'une des échelles d'évaluation basées sur les symptômes du DSM-ADHD, par exemple ADHD-RS ou SNAP. Nous visons la dose la plus faible qui permet une réduction maximale des symptômes. Nous utilisons également une approche standardisée pour poser des questions sur les effets indésirables des médicaments et intégrer ces informations dans le processus de prise de décision. En fait, nous avons appris à poursuivre cette approche structurée de la mesure des résultats dans nos cliniques de soins continus. Cette approche de soins basée sur la mesure a eu un effet positif significatif sur les résultats cliniques et est bien accueillie par notre personnel clinique et par nos patients. Les soins fondés sur des mesures sont de plus en plus courants dans le domaine de la santé mentale, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir rattraper nos collègues de la santé physique qui ont mis au point des approches sophistiquées, par exemple pour le diabète, l'asthme et l'hypertension. Toutefois, le Consortium international pour la mesure des résultats en matière de santé, ICHOM, vient de publier un ensemble de mesures de base pour les troubles du développement neurologique. Vous pouvez accéder à ces mesures sur le site web de l'ICHOM, bien que vous deviez suivre les procédures d'enregistrement avant de pouvoir télécharger les résultats. Cet ensemble de mesures comprend non seulement des mesures de symptômes de base, mais aussi des mesures de la qualité de vie et du fonctionnement, ainsi que des recommandations de mesures couvrant les problèmes coexistants courants. Les mesures qui sont incluses dans l'ensemble ICHOM sont toutes rapportées par les patients et mises gratuitement à la disposition des cliniciens du monde entier. L'espoir est que cet ensemble de bases puisse constituer une plateforme à partir de laquelle les approches de soins basées sur des mesures pour la prise en charge du TDAH pourront se développer. C'est comme cela que nous commençons avec le traitement médicamenteux. Dans la prochaine vidéo, Samuel Cortez va discuter de ce qu'on ne doit pas faire lorsque l'on donne un médicament pour le TDAH.